J'ai raté. Comment? Je recommence. Non. Ensuite, il y aura Thomas qui nous parlera vite fait d'Easy Agimus. Abdel nous présentera son travail sur les scrappers. Et la fin de la revue sera présentée par Sylvie qui nous parlera déjà d'une nouvelle configuration pour EasyViz et puis de comment migrer les analyses de plateforme sur Analogist NG. Donc, au niveau du travail courant, donc on a maintenant 263 plateformes recensées. 90 sont dans la colonne 10, c'est ça? Non, au-dessus de la colonne 5. Au-dessus de la colonne 5, ah ouais. Et puis, comme d'hab, quand on fait en parsaton, on voit un pic dans le nombre de plateformes à faire ou à réviser. Et puis, il y a un pic partout d'ailleurs. Il y a un pic là aussi. Donc là, on voit que on a recensé plus de plateformes, on en a analysé aussi plus, et là, il y a la petite courbe qui descend là derrière, c'est que on a fait aussi des parseurs, donc Abdel aussi travaillé derrière. Bon, le pourcentage se maintient toujours, on est toujours ça parce que les nouvelles plateformes qui sont développées, c'est des plateformes qui n'étaient pas recensées, donc du coup, on est toujours à peu près stable au niveau du pourcentage. On a aussi le cas des plateformes qui sont recensées et qui sont en fait déjà couvertes, soit par des analyses, soit par des parseurs existants, et donc il va y avoir des nettoyages à faire. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a fait aussi dans le Trello une nouvelle colonne pour notifier les plateformes dont on sait pertinemment que c'est pas la peine de s'acharner dessus parce qu'on les reconnaîtra pas. Donc voilà, comme ça permet d'identifier peut-être une colonne comment on l'appelle? Non analysable. Non analysable. C'est la numéro combien? 11. Ah, c'est ça qu'avait dit le... Voilà, et donc du coup, ça a un petit peu perturbé notre outil qui fait le suivi en fait mais bon, ça ne produit pas. C'est corrigé. Voilà, au niveau des actions de communication, donc il y a eu le RNBM à Marseille, donc là Dominique va en reparler dans une minute. Il y a eu le Parsaton de Lille, auquel une bonne partie de l'équipe était présent. Et puis ensuite 2 ateliers organisés par Thomas à Paris-Dauphine et à Versailles. Ensuite, Versailles, il n'a pas encore eu, ce sera jeudi. D'accord. Donc, notre présentation donc avec Thomas à l'Action nationale de formation en bibliothèque de maths. On a eu un très bon accueil de leur part. Visiblement, il y avait de l'attente. Donc, ils sont en cours de mise en place d'un portail maths. Donc, leur objectif, c'est de pouvoir analyser les consultations de ce portail maths avec Sparks. Donc il y a eu la présentation, on a fait la présentation le matin, donc Thomas est revenu sur les aspects compteurs, mesures, puis après on a enchaîné sur eSparks. La présentation s'articulait bien parce que ça a bien resitué le débat, dont les mathématiciens étaient intéressés. Du coup, on leur a proposé aussi, dans le cadre de leur Action nationale de formation, ils avaient des ateliers. Donc, on pouvait proposer des ateliers. Donc, on a proposé un atelier eSparks. On ne savait pas du tout s'il y allait y avoir des inscrits. Et ça a bien marché. Donc, il y a eu pas mal d'inscrits. Et on en a profité pour montrer Analogist NG. Bon, c'est resté... c'est moi qui ai fait la démonstration en fait. C'est pas les participants aux ateliers qui ont fait les manipulations. Le souci c'était de savoir quelles étaient leurs plateformes, qui puissent y accéder, etc. Donc c'était un petit peu bon. Ça s'est fait quand même sur l'échange. Visiblement ça a été bien vécu, vu les tweets. Et puis on avait quand même pas mal de monde dans l'amphi. Ça nous a permis de tester AMG et là, coup de chapeau aussi à Philippe Schaeffer qui en fait a réagi assez rapidement pour nous permettre d'avoir en ligne AMG accessible depuis Marseille. Parce qu'on avait fait une tentative pour essayer de mettre sur la même URL AMG et Analogist.
c'était pas concluant, donc on est revenu en arrière, donc il a fallu réagir assez vite, il était assez réactif. Voilà. Je sais pas, Thomas, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, rien de spécial. C'était aussi l'occasion de toucher une communauté à laquelle pour l'instant on n'avait pas eu trop accès. On fait des choses semblables à ce que vous faites à l'UI, c'est ce qu'on fait à Défense, c'est des trucs pour un domaine disciplinaire, et là, moi j'avais jamais été en contact avec eux en fait. Parce qu'on a rencontré un intérêt, et puis c'est intéressant, déjà qu'on a toujours des problèmes. Et on a retrouvé physiquement des gens avec qui on avait eu des contacts par mail, donc c'est pas mal de voir les gens concrètement. Bon, Stéphane aussi a eu un contact avec Olivier Lam. Voilà. Donc, sinon, après, une grande partie de l'équipe s'est déplacée à Lille, où on a réalisé un nouveau Parsaton. Donc, dès le début, on s'est séparés dans 2 salles. Donc, une salle plutôt découverte d'EasyParse avec vraiment une partie théorique animée par Dominique et Thomas. Et puis une autre salle directe pour ceux qui connaissaient, on allait dans les analyses de plateforme. Donc là, c'était Sylvie, Yannick, Abdel et moi, où on a présenté Analogist NG et on a fait les analyses des plateformes directement devant Analogist NG. L'après-midi, ça s'est redispatché. Il y a encore eu une partie retour d'expérience d'une personne de Lille qui a expliqué comment elle s'était mise en route avec EasyParse. Et puis après, il y a eu plus de monde dans l'atelier analyse de plateforme. Et puis franchement, on a été super bien reçus. C'était une journée très sympathique. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter? Thomas? Non? Voilà. Donc sinon, tu veux dire quelque chose sur l'atelier que tu as fait Béton, c'était le même genre, sauf que du coup, c'était seulement pour les collègues de l'Université Paris-Béton. Ils utilisent EasyParse pour l'instant sur un seul poste. Donc ils ont un informaticien sur place, au SCD, et lui qui a installé une instance EasyParse sur une machine sur une bureau, et c'est lui qui fait les traitements. Et du coup, là, c'était l'occasion de refaire un tour du logiciel, mais très rapide, parce qu'il existe déjà, mais surtout de mettre au courant les collègues de la bibliothèque, de ce que voulait dire une analyse des plateformes, de comment ça se traduisait par un parseur, des parseurs en l'occurrence, de refaire le point sur les plateformes qui étaient couvertes pour eux, etc. Et du coup, de les encourager à s'organiser en interne pour faire ce que vous faites à l'UI, peut-être analyse des plateformes, faire vraiment la liste de toutes les plateformes qui viennent avoir couvertes et puis participer aux analyses. Donc normalement, on devrait avoir des nouvelles de ce type-là d'ici un mois, je pense, et voir arriver des participations. Et tout le monde était très intéressé. Tout le monde a trouvé que Analogist NG avait une bonne tête. Je crois qu'il y a une ou 2 collègues qui avaient déjà utilisé le wiki, etc., et qu'on n'avait pas un super souvenir, et qui trouvaient que la démonstration de AMG était assez convaincante. Et du coup, on a fait, qu'on a fait 2 migrations de plateformes à l'époque. Voilà. Donc, voilà. C'est bien passé, c'était sur une motivée, donc assez court, c'est intéressant. C'est toujours intéressant aussi de voir la positive des collègues. Et là, ça m'a fait un peu. Voilà, je vais préparer un peu pour la discussion. Ouais. Donc l'autre point d'actualité du dernier sprint, là, ça a été la rencontre avec partie de l'équipe qui s'occupe d'Agimus. Donc Agimus, c'est un projet d'outils de quantification et de qualification des usages des nouveaux outils numériques des universités. Donc qui utilise en fait une suite logicielle qui s'appelle ELK, Elasticsearch, Logstash et Kibana, pour les parties analyse et visualisation. Et en gros, il permet notamment de lier en temps réel des actions qui sont effectuées sur des outils numériques au sens large, l'AMP, la messagerie, qui est mis à disposition par les universités, et de mettre ces actions en lien direct avec les données issues d'elles-mêmes. Donc on est dans une logique de fonctionnement, on le voit bien, qui est assez similaire à celle d'EasyParse, donc un rapprochement était, on va dire, naturel, et c'était effectivement assez logique de se rencontrer pour voir comment on pouvait
comment on pouvait envisager un rapprochement entre les deux outils. Donc là, l'objectif de la démarche en cours, qu'on a intitulée IDI Aginus, c'est de démontrer la faisabilité d'un lien direct entre les sorties EasyParse et les données annuaires, donc via Aginus, donc pour la construction de tableaux de bord en temps réel. C'est-à-dire qu'on pourrait venir compléter EasyParse avec deux usages qui sont pour l'instant déportés sur le post-traitement. D'une part, le lien avec les données utilisateurs, qui n'est pas directement couvert par EasyParse, et la création de graphiques et de tableaux de bord qui est pour l'instant est rempli partiellement par EasyViz et les macros Excel et LibreOffice qui sont fournis, mais pour lesquels on n'a pas d'outils qui permettent de le faire en continu. Donc là, sur cette diapo, là, il y a quelques exemples de vues qui fournissent un premier défrichage rapide de ce qu'il est possible de faire. Là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est que donc, les tableaux de bord qui ont été construits à l'Université de Lorraine sous le logiciel Omniscope de la société Viseco, donc on va essayer de les reproduire en tout ou en partie donc dans le module de visualisation d'Aginus, l'interface des données Kibana. Voilà. Donc c'est un travail en cours et qui devrait avancer assez rapidement, d'autant qu'il y a une forte attente sur le sujet. D'ailleurs, nous espérons pouvoir, lors d'une prochaine présentation à l'ENSI le 14 janvier, déjà pouvoir présenter quelques exemples. Il y a quelque chose. Oui, un point important pour l'articulation Aginus et EasyParse, c'est que le fait que Aginus puisse traiter les données EasyParse et puis les mettre en forme, ça nous donne accès, ça donne accès au monde de la documentation électronique. J'ai même tourné la phrase. Ça va nous permettre d'être présents dans des tableaux de bord au niveau de l'établissement, plutôt que d'avoir simplement des tableaux de bord côté service commun de la documentation. Donc, dans un établissement type universitaire, le fait de voir les données EasyParse dans Aginus, ça veut dire concrètement que les données de la DocElec vont remonter au niveau établissement. Donc ça va faire une présence politique plus forte pour les collègues de la DocElec dans la politique de l'établissement. Donc il est évident que pour nos collègues, donc Couperin, etc., c'est un point très important, cette articulation. Même si techniquement on fait la même chose et on pourrait très bien continuer à envisager d'utiliser EasyParse tout seul pour le service commun de la documentation, le fait qu'on arrive à traiter des données comme ça dans un tableau de bord général, politiquement c'est intéressant. C'est-à-dire que la documentation électronique est replacée en fait au sein des services de l'ensemble des services de l'université. Par exemple, on peut savoir combien un étudiant consulte de revues soutenues chez Elsevier, au même titre que combien cet étudiant va se connecter soit en Wi-Fi sur le réseau de l'université. On a vraiment une transversalité des services grâce à ce genre de... C'est le graphique d'ailleurs qui est en haut à droite. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait un camembert en fait sur la base de l'échantillon de consultation EasyParse qui avait été fourni, donc pour déterminer l'origine en fait des connexions. Donc effectivement, on pourra lier en fait des données dont nous ne disposons pas dans EasyParse également, qui sont ramenées par Aginus. On va pouvoir les lier aux données EasyParse avec des possibilités de création aussi accrues. Sur ce point, le prototype qui a été réalisé en moins d'un mois. Donc, je tenais à remercier la direction du numérique avec Julien Marchal, Guillaume Colson, avec qui ont travaillé, je pense, quand même assez efficacement, et puis en lien avec Bruno Ménès et Thomas Goudon sur l'aspect documentaire. C'est vrai que le résultat est concluant. Ça présage d'un bel avenir sur l'articulation de EasyParse et Aginus. Donc, on va passer à Abdel. Oui, pendant qu'on a travaillé sur les scrappers, un petit rappel sur les termes. Scrapper, c'est a comme rôle de rapatrier la base de connaissances à partir d'un dépôt pour créer une PKB ou une plateforme. Et la PKB, c'est quoi? C'est une base de connaissances éditeur
C'est un fichier qui contient des correspondances entre les identifiants de la plateforme en question et un IPFN ou un autre identifiant normal. Pour notre cas, pour ce site, on a utilisé la base de connaissances pour Bacon, c'est une librairie, où on a pu récupérer le PKB le dépôt de Bacon. On a fait une librairie Bacon pour récupérer les PKB et aussi pour checker les plateformes. Les plateformes qui sont sur Bacon et qui sont sur notre logiciel. Pour tester cette librairie, il y a 3 commandes, soit Scrapper à mettre devant la plateforme en face, ou bien directement se positionner sur le dossier Scrapper qui se trouve dans le dossier de la plateforme vers la commande Scrapper à ou bien si le fichier est exécutable, on le met directement. On a fait un petit test. Pour faire le test, on se positionne sur le dossier exécutable. Par exemple, on a fait la commande Scrapper directement la plateforme web. Si vous voyez en bas à gauche, il y a la construction du fichier web. Il y a le dossier PKB qui contient le fichier PKB qu'on rapatrie depuis le dépôt. Il y a le dossier Scrapper qui contient le code des Scrapper. Par exemple, ici, on a 3. Un pour Bacon et les 2 autres pour KBC, pour le dépôt KBC. Il y a le fichier test qui contient le fichier test pour la plateforme pour discuter les parseurs. Il y a le fichier manifeste.json et le sparse.json, sparse.js, c'est le fichier de parseur. Revenons pour le test. On a lancé la commande Scrapper qui exécute les 3 fichiers de Scrapper. Il y a scrapper.raster.old, ça c'est pour interroger le dépôt Bacon. Si vous voyez en bas dans le dossier PKB, on a 2 fichiers de plus qui étaient rajoutés. Ça, c'est les fichiers PKB qui étaient rapatriés depuis le dépôt Bacon. On a cliqué sur le premier fichier, on a à droite les résultats. Les 4 premières lignes, on a les identifiants, les titres des colonnes. Le reste, c'est le résultat par rapport à ces colonnes-là. C'est un fichier qui est construit par rapport au format Kabar. C'est la tabulation entre les données. Bien. Donc EasyViz. Donc nous avons présenté il y a quelques temps la configuration de base avec des champs EasyParse pour EasyViz, mais ça ne prenait pas en compte, depuis la mise en place des enregistrements automatiques, cette configuration ne les prenait pas en compte. Et donc, il était important de pouvoir les avoir pour qu'on ait plus d'informations avec les enrichissements cross-ref. Et donc, nous avons créé une nouvelle configuration donc, avec ces enregistrements. Donc, pour ça, je suis partie de la configuration de base et j'ai rajouté les années de publication issues de Crossref et j'ai remplacé les titres de publication par les titres de publication issus également de Crossref pour avoir des tableaux de bord donc, plus complets. Donc, j'ai donc modifié dans le format JSON, donc que vous avez là, les documents files. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai voulu voir les DOI publication title. Non, c'est pas grave. C'est ça? Elle veut grossir. Ah. Un peu pas donner de ça. J'ai réinstallé une instance EasyViz donc sur EasyMaster avec les données 2015 pour le portail BiblioPlanet. Et donc voilà ce que ça donne. On va plutôt le faire
On va le faire plutôt en live. Ce sera plus... Ça marche. Donc voilà. Donc vous avez le tableau de bord. Donc avec ici vous avez les consultations donc par mois. Et donc on retrouve les consultations par date, par type, par format. Par contre on n'a pas les filtres là, c'est là-bas. On peut filtrer, mais vous le fermer? Ouais. On les voit pas. Non. Ah oui, je suis sur la page d'accueil. Pardon. Mais voilà, c'est bon. Non, c'est la page d'accueil. Donc oui, là, par exemple, pour les consultations donc par date, on peut effectivement filtrer ici. Donc, par exemple, pour Springer, on peut filtrer. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, donc c'était ce qu'on a rajouté. Par exemple, les dates de publication. Donc là, vous avez un graphique des consultations des dates de publication, donc issues de Crossref. Et là également, on peut filtrer sur ce qu'on veut choisir. Et on a... Oui, déjà. Ils sont toujours en avance sur les... Et on a également donc remplacé les titres de publication par les titres de publication issus de Crossref. Et on peut également filtrer. Ouais, il faut juste attendre. Ouais. C'est comme c'est dynamique, ça travaille. Voilà. Voilà, si je veux voir par exemple les titres de Springer, ça devrait arriver. Ça a changé. Donc voilà. Le prochain chantier, donc, qui sera pour l'année prochaine, ce sera de faire une configuration sur ce qu'on a déjà présenté sur les statistiques ISTEX, mais en EasyVis, donc pour l'équipe ISTEX. Deuxième onglet. Voilà. Sinon, un autre gros chantier qu'on a en cours actuellement, c'est la migration donc, des analyses de plateforme du wiki vers donc Analogist NG. Il existe donc pour ça une documentation. Donc, si je vais là, je vais la voir. Donc, qui décrit point par point comment migrer les analyses vers Analogist NG. Mais bon, plutôt que de vous détailler la documentation, je vais vous montrer en live ce que ça donne. Donc là, par exemple, je vais prendre BioOne comme exemple. Voilà. Donc là, vous avez donc deux petits icônes, un en gris, donc qui est l'analyse du wiki, et un en orange qui est l'analyse donc vers Analogist NG. Donc si j'ouvre, voilà, donc on arrive sur le nouvel analogie. La première chose à faire, donc, c'est de se connecter. Okay. C'est moi qui l'aurais fait. Voilà. C'est Dominique qui le fait. Et donc, pour ajouter, donc là, on voit bien que c'est la plateforme BioOne. Pour ajouter des analyses, il suffit de cliquer sur l'URL, nouvelle URL. Alors, je vois rien dans tout ça. Je cherche mon... À côté du carré vert. Ouais.
Voilà, je vais faire comme ça. Et donc, de reprendre l'analyse du wiki pour la rapatrier sur Analogist-NG. Donc, je vais faire une URL pour vous montrer. Donc, par exemple, je vais prendre la consultation du sommaire. Ah non, Juste derrière. comment je fais pour enlever ça? Non, il est derrière ça. Il est juste derrière. On va essayer de faire comme ça. Voilà, pour l'attraper. Je crois que tu peux partir sur votre anneau, c'est tout. Ouais. En l'attrapant. Franchement, le rectangle vert, c'est pas idéal ici. Je te le mets comme ça. Ouais, ça, je vais fermer. C'est mieux. Alors ça, on le ferme. Ouais. Ça aussi. Je te remets là. Et les- Puis l'autre, il est à côté. et là côté. Parfait. Ah non, c'est pas celui-là. C'est là. C'est de l'autre d'à côté. Je suis plus le Rouvre-le. Voilà. Non. Non. Bon, je vais le rouvrir, oui. T'as raison. Option. Dans une autre fenêtre. Tu fais cliquer. Ah, c'est pas grave, il est là. Donc, ma consultation de sommaire. Donc voilà, donc là, j'ouvre ma page d'analyse. Je vais indiquer donc le titre. Donc là, c'était la consultation du sommaire d'une revue. Je vais copier l'URL. Voilà. Et cliquez sur le bouton découper qui va donc découper dans les paramètres du pass mon URL. Donc là, il suffit de renseigner donc le type. Donc là, c'était du texte puisque c'était un sommaire. Le format. Donc l'unit ID, c'était ça. C'est de reprendre en fait ce qui se trouve dans le wiki et de... Là. Non, en différentes... Oui, pardon. C'est pas grave, je mettrai le A. Donc là, on peut mettre des remarques si on en a, l'identifiant. On peut choisir en fonction des champs qu'il y a, si ça l'a été oui. Par contre, si j'ai dit pourquoi le remettre, c'est maintenant. Ça va le remettre, hein. Voilà. Et donc d'écrire correctement ce qu'est le pass. Donc là, ça indique que c'est un sommaire. On peut reprendre exactement ce qui est écrit. Donc là, ça indique. Oups. Oh punaise. Mais c'est mon clavier. C'est vrai? C'est mes doigts. Un sommaire. Donc là, c'est l'identifiant de la revue. C'est le volume et le numéro. Non, numéro de la revue. Le numéro de la revue. Voilà, une fois qu'on a terminé donc de décrire l'URL, il faut donc cliquer sur la petite disquette pour enregistrer. Et si on veut créer une nouvelle URL, eh ben, il suffit de recliquer sur nouvelle URL, de l'ouvrir et de recommencer la même menu. Une fois qu'on a terminé donc toutes les analyses, de les reporter sur le nouvel analogiste, il suffit donc de l'indiquer pour pas qu'on la refasse. Donc pour ça, il faut se connecter. Tu peux? Oui.
d'aller se mettre sur le petit crayon pour modifier la page. Donc se mettre en dessous de analyse de BioOne. Voilà, de cliquer sur la petite main. Là, on voit pas que c'est une main. Et donc d'aller écrire migration analogiste NG réalisée par Excusez-moi. En fait, là, pour ceux qui ne par connaissaient pas, le ceux qui ne connaissaient pas, vous voyez un peu la syntaxe wiki qu'il fallait écrire avant pour remplir la fiche. Bon, il y avait une partie qui était générée automatiquement, hein, mais on voit que c'est quand même difficile à lire, c'était pas facile à s'y repérer, à moins d'avoir un petit peu l'habitude. Donc là, on voit que ça facilite vraiment les choses. Mais ça n'est pas fini, donc voilà. Et d'enregistrer. Non, je ne veux pas. Voilà, d'enregistrer. Voilà, et là du coup on a, je sais pas comment ça s'appelle, un petit... Du coup, je vais devoir la terminer. Et du coup, voilà, Dominique va devoir terminer la migration. Et une fois qu'on a fini, ben, on reprend une autre plateforme et on continue jusqu'à l'épuisement. Voilà. Mais il faut dire que pour la majorité des analyses, qui ne sont pas complexes, pour la majorité des analyses, il y a 3-4 blocs à migrer, ça prend un quart d'heure. Un quart d'heure quand on est comme moi et qu'on a un peu anticipé, mais un quart d'heure. Après, les grosses analyses, en général, elles sont déjà migrées. Comme je disais, où il y a 20 cas d'utilisation, pour la grande majorité des analyses, ce sera assez rapide. Je le dis pour les collègues qui nous écoutent, et qui nous écouteront plus tard. De toute façon, on va lancer un... Donc là, on a fait la pub pour cette nouvelle plateforme et pour le guide de migration hier. Donc là, c'est pas la semaine prochaine parce que on va commencer à engager pour un rappel à participation et pour que la migration soit, enfin, pour qu'on ait un gros type de migration et qu'on puisse archiver le contenu du wiki dans pas longtemps pour pas laisser traîner les informations concurrentes. Voilà, un petit passe. C'est fini. Donc on a été très contents de faire ce projet pendant 3 ans. Ne vous inquiétez pas, on va revenir bientôt sur nos préparations. Et j'en dis pas plus pour aujourd'hui parce que voilà, c'est du teasing. Après, vous avez droit aux questions. Hein. Voilà, c'est l'heure des questions. Comment? Je sais pas. Est-ce que à distance les gens nous entendent et éventuellement ont des questions? En fait, ce qui finit, c'est le projet EasyParse en tant que projet en développement. Par contre, le logiciel EasyParse et les parseurs, ça continue à être actif, à la fois à nous, avec tout ça, et par la communauté des utilisateurs. Donc, majoritairement, les membres qui continuent, eux, à être intéressés par utiliser le logiciel et compléter, pour les plateformes qui ne sont pas encore claires, des analyses et des parseurs. Et quand on dit ça c'est fini, en fait, c'est la phase de développement de nouvelles fonctionnalités, en fait, c'est terminé. Et en fait, le logiciel a été conçu pour que l'ajout de nouveaux parseurs soit relativement facile et accessible. On continuera à ajouter des plateformes. En termes de grandes fonctionnalités, effectivement, la phase de développement, on la considère comme terminée.